Benowitz. On a la confession de Bill Moore au congrès du MUFON en 1989 à Las Vegas, où Bill Moore s'est accusé, a fait des aveux en public devant 400-500 personnes. Comme quoi il avait participé à un travail d'équipe pour déstabiliser, pour détruire l'équilibre affectif et émotionnel de Benowitz. Et qu'il y avait de nombreux, par exemple, bris de domicile, qu'on s'appelle effraction, il déplaçait des objets, il faisait des petits montages avec des personnages, mettons, déguisés, dans sa rue, s'il appelait un membre de sa famille, le temps que la personne arrive, bien entendu, il n'y avait plus rien. Et n'importe quelle personne, même la plus solide, si on fait ça suffisamment longtemps, avec suffisamment de savoir-faire, et il y a du savoir-faire, la personne craque. Si on croit ce que dit Bill Moore, Richard Doty de l'US Air Force lui aurait ordonné de fournir à Paul Benowitz de fausses informations. Cela afin de le mettre à mal. Il affirmait qu'il y avait des atterrissages d'OVNI au Nouveau-Mexique et ainsi de suite. La vérité sur tout cela, je ne la connais pas. Mais je sais qu'entre les années 80 et 90, il a été fourni en fausses informations par l'US Air Force sans la moindre raison. Quand je l'ai rencontré, je ne suis pas un professionnel de la santé mentale, mais je dirais que sa santé mentale était plutôt précaire. L'un de nos reporters s'est rendu à Montréal en octobre 91 pour y rencontrer, le contact était d'accord, le rendez-vous était pris, pour y rencontrer un ésotériste, grand amateur d'étrangeté et d'OVNI, qui devait nous parler de ses recherches, etc. Et comme c'est le cas fréquent dans le problème de l'ufologie, il y a eu un incident de parcours, un incident de route. Il s'est rétracté, il nous a posé des lapins, et notre reporter n'a pas pu agir. En France aussi, il y a des preuves de pression, et je dis bien des preuves. Vous savez, ou ne savez pas, et il est important de vous l'expliquer, que les archives publiques sont régies par des lois sévères, à bon escient d'ailleurs. On ne peut pas les divulguer n'importe quand, il y a un rituel à respecter. Ce que vous ignorez, amis, c'est que sont classés archives publiques tous les rapports de gendarmerie concernant les témoins d'observation d'OVNI, d'atterrissage ou de rencontres du troisième type. Alors, dans le journal officiel du 5 janvier et dans le journal officiel du 12 décembre 1979, vous pouvez me le procurer pour quelques francs en photocopie. Il est précisé que si les archives publiques concernent une personne, bon, la divulgation ne peut être faite avant 50 ans. Mais imaginez un gendarme qui, pour des raisons personnelles, ne croit pas aux ovnis, est contre les ovnis, n'aime pas les ovnis, ni les ufologues, il va chercher la petite bête, parce qu'il connaît la loi, un gendarme connaît la loi. Alors il va demander au témoin, voilà, Madame Dupont, Monsieur Durand, vous dites avoir vu un engin, etc. Très bien, vous allez bien, vous avez une bonne santé? Ah oui, absolument. La dame lui dit, ah, mon Dieu, j'ai fait une égratignure, j'ai encore au pied, mais tout va bien. Le gendarme note, Madame Dupont nous a déclaré ce jour souffrir d'une petite égratignure et de corps au pied. J'exagère. Mais ça, c'est une connotation de santé. Et la censure n'est pas de 50 ans. Elle est alors de 150 ans. Mais en France, la censure n'existe pas. On nous prend donc vraiment pour des crétins. Notre groupe d'ufologues de pointe et d'extrême pointe, d'ufologues qui savent prendre des risques. Il y a Alain Ranguis, qui est un jeune chercheur de CNRS, et Patrick Gambe, qui est un technicien de l'EDF. Ils ont eu à pâtir, tout comme moi d'ailleurs, de menaces, de harcèlement. Et Patrick Gambe va nous raconter ses propres problèmes. Oui, c'est suite on est rentré à l'IMSA, au conseil d'administration de l'IMSA, et ça a commencé le 7 septembre 1985. Alain venait de rentrer de congé, et puis ça a commencé par des coups de téléphone.
anonyme bien entendu, relation, c'est-à-dire qu'on nous mettait en communication sans qu'on appelle Alain et moi-même, c'était des lettres anonymes, détérioration sur les véhicules, et ça durait pendant plusieurs mois. Alors, Patrick nous a parlé de septembre 1985. C'est à peu près à ce moment-là que je mettais une main un peu définitive à un bouquin documentaire qui s'est appelé Le monde étrange des contactés. Et là, ça commençait à déplaire aux canailles du MJ12. Et ça s'est intensifié. Et un soir, nous avions rendez-vous, Patrick Gomme, son épouse Bernadette, Alain Ranguise et Brigitte, son épouse, ma femme et moi, pour dîner et parler de nos problèmes. Et nous étions donc chez moi. Nous nous installons et là, c'est devenu l'enfer. Jusqu'à 1h du matin, l'heure à laquelle nous nous sommes séparés, les agressions téléphoniques n'ont pas cessé. Absolument. N'ont pas cessé. Et c'est là que, exaspéré, j'ai sorti mon automatique. Je n'ai pas tiré sur le téléphone, évidemment, mais j'ai actionné la culasse et j'ai dit à celui qui était au bout du fil, dont j'entendais la respiration, je lui ai dit, espèce de... J'ai dit un mot rimant avec ébinard. Je lui ai dit, espèce de... j'espère que tu as compris ce que c'était que ce bruit que je viens de faire, et en l'occurrence, j'espère aussi que tu tireras plus vite et mieux que nous, si un jour nous sommes confrontés. Et c'est là que nous avons, quelques jours après, reçu une lettre anonyme, bien sûr, de l'un de ces individus qui nous harcèlent, en disant, oui, mais moi, j'agis contraint et forcé, j'ai des enfants. En parlant vulgairement, il avait la trouille. Et aujourd'hui, nous sommes, disons, vers le dernier trimestre 1991, le harcèlement téléphonique continue. Allô, Jimmy, décroche. Ah, salut. Oui, salut, c'est Bitocul. Ce qui m'ennuie, c'est qu'un jour, j'ai reçu un sachet de poudre blanche dans cette enveloppe, postée à Marseille le 15 novembre 89, à la Poste République à Marseille. Je suis allé avec mon épouse à la gendarmerie centrale d'Aix-en-Provence, sur la route de Nice. Et j'ai dit à l'adjudant Vianney, j'ai su son nom, voilà ce que j'ai reçu. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Vous avez un laboratoire? Alors il a pris le sachet, il est monté au premier étage et un quart d'heure, 20 minutes après, il m'a dit, monsieur Gueux, rassurez-vous, c'est du sel d'ammoniac. Je lui ai dit, d'accord, aujourd'hui c'est du sel d'ammoniac. Et si demain, je reçois autre chose? Et si d'aventure, au moment où j'ouvre le courrier, puisqu'il est distribué vers 12h30 chez moi, si au moment où j'ouvre mon courrier, on frappe à la porte et que je suis en présence de maître Dupont-Durand, huissier, et on me dit qu'est-ce que c'est que ça? Alors je dirais, je ne sais pas, je viens de le recevoir. Comment puis-je prouver que je ne tripatouille pas de la drogue? Si effectivement on vous en envoie un sachet par la poste et que dans le même temps on vous dénonce pour trafic de drogue, vous aurez les plus grandes peines du monde à vous disculper. Je ne veux pas dire que ce serait impossible, car sinon nous perdrions tout espoir dans la justice française, mais quand je dis les plus grandes peines, je veux dire que ce sera pratiquement impossible pour vous de vous disculper. C'est-à-dire qu'effectivement, la seule attitude raisonnable, c'est de téléphoner immédiatement à la gendarmerie. J'ai lu dans la presse, récemment, nous parlons en ce moment, le 25 juin 1991, j'ai vu ces derniers jours des articles concernant une loi sur la répression de la désinformation. Alors là, ça m'inquiète, parce que les canailles du MJ12, qui est le gouvernement secret qui opprime la planète Terre, et ses multiples correspondants, ses multiples complices, jusqu'au plus haut des nations, s'ils décrètent que les ovnis n'existent pas, que les extraterrestres n'existent pas, et que je fais de la désinformation, comment vais-je m'en sortir?
Là encore, chaque loi intervient à travers un pouvoir politique. Le pouvoir politique donne l'orientation de la loi. Il est bien évident que s'il ne s'agit que d'une loi pénale, d'une intervention sur la répression, par exemple, du trafic de drogue, il n'y a pas d'intervention politique à faire. C'est une intervention qui se fait à travers le parquet. Ceci est tout à fait classique. Maintenant, une loi sur la répression de la désinformation est effectivement éminemment dangereuse parce qu'il suffira au pouvoir politique de qualifier une information de fallacieuse ou de fausse ou de désinformation pour faire entrer cette information de facto dans le cadre du champ d'application de la loi pénale et donc de poursuivre certains comportements qui sont considérés comme étant de la désinformation. Effectivement, vous n'aurez absolument aucun moyen de vous en sortir si un pouvoir politique a décrété que les ovnis n'existaient pas et que le fait d'en parler était considéré comme de la désinformation ou une attitude anti-française ou contraire à l'ordre public français ou risquait de causer un trouble à l'ordre public français. À ce moment-là, effectivement, vous n'aurez pratiquement aucune chance de vous sortir de cette situation, sauf à amener à ce moment-là devant les juges médusés un petit homme vert sur le bureau du magistrat qui, de toute façon, ne pourra que prétendre qu'il s'agit d'une poupée, puisque nous savons tous que les ovnis n'existent pas dans le gouvernement, bien entendu. Des pressions s'exercent aussi en France. Pourquoi? Parce que les grilles ne sont pas exclusivement aux États-Unis, ils sont partout, et même chez nous, dans notre sous-sol. René Varino, tu diriges depuis de nombreuses années le CEOF, le Centre d'études OVNI France, oui, il faut bien le préciser, qui publie le bulletin Contact OVNI. Et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sur le site du plateau d'Albion, autour duquel nous avons passé des nuits et des nuits d'observation depuis la décennie écoulée. Et là, un jour, un vieux monsieur a vu quelque chose. Comment les choses se sont passées? Oui, ben, effectivement, ce vieux monsieur dont tu parles là est une personne, un retraité qui vit ici à Saint-Christophe et qui vivait ici à l'époque puisqu'il est mort. Et cette personne-là a rencontré une autre personne que nous connaissons, un fonctionnaire, oui, c'est un fonctionnaire sur Marseille là que nous connaissons. Et ce fonctionnaire était en train de faire des études de recherche ici sur le plateau d'Albion. C'est au moment où il y avait les fameux travaux de la base qui s'installaient, bien entendu. Fin des années 69, début 70. À peu près. Gigantesque chantier. Ah oui, il y avait un chantier énorme. Et donc notre bon vieux monsieur, notre retraité, promenait là dans la région comme il avait la coutume de le faire évidemment. Et il a confié à notre ami que il n'en aurait pas parlé à tout le monde à ce moment-là, mais effectivement il avait rencontré lors de l'une de ses promenades, sortant d'un taillis, un petit être comme nous connaissons les ibis en ce moment, qu'il a décrit textuellement ce petit être comme les ibis que nous connaissons, mais à l'époque évidemment on ne connaissait pas encore l'histoire des ibis qui se passe actuellement en Amérique, bien entendu, dans les bases militaires, et dont nos travaux nous ont amenés à faire des études dont tu as participé aussi, avec nos veillées et tout ça, et à concrétiser cette observation qui avait été faite, puisque nous avons eu d'autres rapports concernant la région sur cette affaire-là. Alors parlons un peu plus en détail de ce plateau d'Albion, qui est le site du 1er régiment de missiles à ogive nucléaire. Il faut savoir que sur le plateau, l'on a recensé 350 avennes, cavernes et gouffres, certains d'une importance impressionnante. Il faut savoir aussi que des études ont été faites systématiquement, et il y a un magnifique ouvrage, Les cavernes d'Albion, faisant un tas de recherches hydrologiques et spéléologiques, par le groupe de l'AREPA, qui est un groupe de professionnels de la spéléologie, sous la houlette, sous la coordination de Gérard Gobert. Faisons un retour en arrière, et nous allons savoir qu'un groupe de spéléo-amateurs, c'était des jeunes, il y a un certain nombre d'années, qui n'ont rien à voir avec le groupe de l'AREPA, mais vraiment rien à voir. Un jour, descendent dans l'un de ces gouffres, et après avoir emprunté plusieurs puits, plusieurs trajets horizontaux, descendent à une assez grande profondeur. Et là, l'un d'eux, le meneur du groupe,
découvre une salle étrange. Oh, c'est pas une caverne, c'est un énorme parallélogramme avec un parquet laiteux. Et au sortir du puits qui donne accès dans cette salle, le spéléo en question tombe à l'arrêt parce qu'il y a 5 ou 6 sièges de forme bizarre. C'est tellement impressionnant qu'il remonte, dit à ses amis, nous reviendrons filmer, j'ai découvert quelque chose, je vais vous expliquer. Ils reviennent 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, avec des appareils photographiques, caméras, et ils s'aperçoivent que le puits d'accès a été bétonné. Ils ne peuvent plus retourner sur ce site. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est inquiétant, c'est que des groupes d'individus, tous de noir vêtus, que j'appelle dans l'entité noire d'Andamuka les forces delta, prennent possession de la base, se livrent à des travaux mystérieux. Ces individus apportent leur propre ration alimentaire. Ils ne mangent pas à la cantine, au mess. Ils viennent avec leur propre véhicule et ils repartent de même. Et à ce moment-là, l'état-major reprend possession de sa base. Certains braves bidas, il y a un certain nombre d'années, je reste volontairement vague, ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir, à savoir, dans une grande salle, à un premier étage, où se trouvent des ordinateurs, ils ont vu une dizaine de ces individus au teint blafard. Il ne s'agit pas de petits gris. Ces individus ont l'aspect humain, mais ils sont bizarres. L'un de ces êtres a vu qu'un militaire, regardez, on s'est emparé de ce brave garçon. Il est sorti de la base, on l'a conduit à l'extérieur, on l'a tabassé. Un passage à tabac en règle qui lui a valu 2 mois et demi d'hôpital. Ses camarades, au bout d'un certain temps, ont appris qu'il était en traitement à l'hôpital, ont été autorisés à le voir, à titre d'exemple. L'un de ses amis intimes m'a parlé, en présence de 5 témoins. Nous avons enregistré cela, nous avons planqué, excusez le terme, et dispatché ces enregistrements. Nous devions nous revoir. Il devait essayer de convaincre l'un de ses camarades de nous parler plus avant. Et tous deux ont disparu. À une trentaine de kilomètres, à l'est du plateau d'Albion, donc pas loin, se trouve l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, à Saint-Michel-l'Observatoire, près de Fort-Calquier. Cet observatoire, nous l'avons interrogé à 2 reprises pour lui demander son contre-avis, en quelque sorte, sur les ovnis. Ce fut toujours une fin de nous recevoir, ainsi que le montrent les lettres que vous pouvez lire vous-même sur l'écran. Et pourtant, cette feinte ignorance dissimule non pas un, mais plusieurs secrets. Nous avons eu la chance d'avoir dans nos relations, depuis peu de temps, grâce à mon voyage aux États-Unis, des contacts avec, appelons-le le professeur Duchemol. Ce chercheur a travaillé à plusieurs reprises, et pendant longtemps, à l'Observatoire de Haute-Provence. Il y a découvert un certain nombre de secrets. Et je vous assure que, après ce qu'il va nous dire, nous allons devoir, pour sa sécurité, distordre électroniquement sa voix, cacher son visage.